La vie des idées, avec Mathieu Bock-Côté. Alors, chers amis, ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue à La vie des idées. Il y a environ 2 semaines, la ministre de la Condition féminine, Lise Thériault, confessait à la stupeur généralisée ne pas être féministe. Comment la chose pouvait-elle être possible? Ils furent plusieurs à la dénoncer, en l'accusant de ne tout simplement pas comprendre ce qu'était le féminisme et d'entretenir à son endroit des préjugés suspects, venus d'un autre temps. Pourtant, la question se pose, faut-il obligatoirement être féministe? Est-il nécessaire de l'être si on veut se mêler des affaires publiques? La grande révolution de l'égalité a-t-elle eu lieu? Est-elle en train de se passer? Ou est-elle encore à faire? Chose certaine, le féminisme aujourd'hui est multiforme et ne se laisse pas enfermer dans une seule définition. Entre le féminisme laïciste au cœur de la bataille de la charte de la laïcité il y a quelques années et le nouveau féminisme surtout occupé par les questions liées à l'identité de genre, il y a de grandes différences et on est en droit de se demander ce qu'elles peuvent bien avoir en partage. Le féminisme consiste-t-il aujourd'hui à s'inquiéter de la présence du voile dans l'espace public ou consiste-t-il à défendre le burkini, pour le dire d'une image? Et ce n'est pas là qu'une distinction parmi d'autres dans une famille de pensée traversée par de nombreux débats. Dans le cadre de cet épisode de La vie des idées, c'est un état des lieux des grandes controverses du féminisme contemporain que nous nous occuperons. Pour en parler, je recevrai Judith Lucier. Bonjour. Bonjour, c'est un plaisir d'être ici. Et c'est un plaisir de vous avoir, qui est chroniqueuse, auteure, animatrice et militante féministe. Et Sébastien Bilodeau, qui se joindra à nous dans quelques instants, qui est intervenant psychosocial, candidat à la maîtrise en travail social et collaborateur à la revue L'Action nationale. Et je précise une chose, le thème de cette émission a été décidé mi-janvier. Ce n'est pas la vie des idées qui se jette dans l'actualité, mais l'inverse. Alors, Judith Lucier, je commencerai avec vous. Une première question, tout simplement. On a eu cette querelle il y a quelques semaines sur la question du féminisme, sur la nécessité de se définir comme féministe dans l'espace public. Selon vous, est-ce qu'on peut aujourd'hui, est-ce qu'on devrait pouvoir s'investir dans la vie publique sans réclamer pour soi l'étiquette de féministe d'une manière ou d'une autre? J'ai rien contre ça. Moi, je m'oppose pas à ce que des gens investissent l'espace public en se disant pas féministe. Par contre, j'en suis très étonnée. Je suis étonnée qu'en 2016, on prétende que ce soit honteux de s'afficher comme féministe. Honteux et qui plus est quand on est la ministre de la Condition féminine, qu'il y a une nuance à faire à ce niveau-là. Est-il possible de ne pas se dire féministe sans que ce soit honteux? Ben absolument. Non, ce que je veux dire, c'est, est-il possible pour la ministre qu'elle ne veuille pas se dire féministe, ou Marie-France Bazot, ou bien d'autres, ou 70% des femmes québécoises, si on se fie à un sondage tout récent, est-il possible de se dire, je ne suis pas féministe, et ça, c'est pas parce que l'étiquette est honteuse, mais parce qu'elle ne me convient pas? Ouais, mais c'est un peu de cette façon-là qu'elle l'a présenté. C'est un peu, elle ne me convient pas parce que on a toutes sortes de préjugés à son égard. La ministre a confirmé ces préjugés-là au lieu de se pencher sur ce qu'est le féminisme aujourd'hui, à quoi il répond, quels sont les enjeux. Puis je veux dire, c'est la moindre des choses de la part de la ministre de la Condition féminine de s'intéresser à ça puis de s'informer. Puis visiblement, je pense que ce qui a le plus été reproché à la ministre, c'était pas son discours tant que son ignorance. Et vous allez être d'accord avec moi qu'il y a une forme d'anti-intellectualisme au Québec et cet anti-intellectualisme-là a été incarné de façon magistrale par la ministre à cette occasion-là. C'était pas, je veux dire, sa non-adhésion au féminisme c'était pas une position informée, c'était une position réactionnaire qui était fondée sur beaucoup de préjugés. Une question s'impose à moi immédiatement et je la reposerai à quelques moments probablement au fil de l'émission. Il y a des féministes, pour le dire ainsi, qui sont favorables, par exemple, je le disais tantôt, dans la querelle de la bataille de la laïcité. C'est au nom du féminisme qu'on poussait pour, par exemple, la proscription des symboles religieux dans l'espace public. Et c'est au nom du féminisme, inversement, que certains vont se porter à la défense du burkini, de la burqa, du droit de faire un serment de citoyenneté en niqab. Il y en a pour qui le féminisme, ça doit permettre d'aménager les conditions de travail de manière à ce que les femmes puissent réintégrer plus facilement le marché du travail après la grossesse ou ainsi de suite, à tout le moins faciliter l'accès à l'emploi pour les femmes dans certains milieux. Et il y en a d'autres pour qui le féminisme ne peut s'accomplir qu'à travers soit la social-démocratie au minimum, mais peut-être même la révolution socialiste. Alors, je me place un instant dans la position d'un kidam ordinaire qui n'est pas familier des débats du féminisme aujourd'hui. Il se dit, mais si être féministe, c'est une chose et son contraire, si on peut être pour A et non A en étant féministe, si le féminisme c'est blanc et noir tout à la fois, m'est-il permis de ne pas entrer dans cette querelle? Qu'est-ce que ça veut dire être, imaginons, est-ce qu'on peut être, comment je dirais ça d'une manière simple? Ces positions toutes contradictoires sont-elles tout autant, chacune d'entre elles féministes?
Je serais pas là pour défendre chacune des positions féministes. D'ailleurs, je les défends pas toutes. Puis alors que je les comprends, je les endosse pas nécessairement. Mais je pense que l'essentiel, c'est de se donner les outils pour les comprendre, justement, puis de se positionner par rapport, par exemple, au débat sur la laïcité. Moi, je me considère comme très laïque et très laïciste. Par contre, sur la question de la charte des valeurs, j'étais tout à fait contre qu'on impose à des individus de retirer leur signe religieux. Est-ce qu'on pouvait être pour la charte des valeurs pour des raisons féministes et contre la charte des valeurs pour des raisons féministes? Tout à fait. Je veux dire, je pense qu'il faut essayer de comprendre qu'il y a des nuances dans ces débats-là. Pareil comme dans le mouvement souverainiste, il y a plusieurs souverainistes qui s'identifient pas au souverainisme identitaire et pour qui c'est difficile de défendre cette étiquette-là en étant amalgamé à vos positions, par exemple, ou aux positions plus radicales sur la souveraineté, alors que ça vous fait sourciller, hein, le mot radical. Moi aussi, quand on me déclare féministe radicale, ça me fait sourciller. Il y a personne qui... en fait, il y a des gens qui revendiquent tout à fait l'étiquette, mais je veux dire, ce que ça sous-entend souvent, c'est qu'on va dire radical, ça veut dire que ça va trop loin. Donc, je pense que l'important, c'est de s'informer sur ces différentes positions-là, puis d'évaluer par rapport à ces différentes positions-là, qu'est-ce qui nous convient ou qu'est-ce qui répond à nos valeurs. Mais si on s'entend pour dire que le féminisme, c'est d'adhérer à l'idée de l'égalité entre les hommes et les femmes, je pense que c'est malheureux de se dire non féministe à ce moment-là. Sébastien Bilodeau, bonjour. Bonjour Mathieu, désolé pour mon petit retard. Je suis venu aussi vite que j'ai pu sans me faire remarquer par le SPVM. Alors, vous le paierez longtemps, probablement le passage par le purgatoire et quelque chose de semblable. Sébastien Bilodeau, vous avez signé tout récemment une tribune, si je ne me trompe pas, sur le site de la revue Argument, où vous reveniez sur les événements de Cologne. Et la question qui s'est posée beaucoup, on s'en souvient, où la Saint-Sylvestre, la veille du Nouvel An, je sais pas comment appeler ça, mais on pourrait dire des groupes, presque des hordes, se promènent dans Cologne et agressent des femmes en meute, véritablement pour d'imposer une forme de domination, c'est-à-dire les femmes comme prises de guerre et ainsi de suite. Ça a scandalisé tout le monde d'un côté comme de l'autre. Et vous êtes revenu sur la question du rapport entre les événements de Cologne et le féminisme. Pourriez-vous revenir sur votre position, sur ce que vous inspirait la réaction d'une bonne part du mouvement féministe devant les événements de Cologne? Oui, je vais répondre à ta question, Mathieu, mais en même temps, je commençais par répondre aux propos de Madame Lucier, parce que justement, j'avais préparé quelque chose là-dessus. Parce que je crois que les débats d'aujourd'hui qui concernent le féminisme, en réalité, tournent depuis plusieurs années autour d'un concept qui, à mon avis, on peut résumer par une question qu'on peut dire de plusieurs façons. La question, c'est est-ce que le féminisme est une idéologie unie? Est-ce qu'il n'y a qu'une seule condition féminine? Moi, je crois que la réponse qui nous est donnée par les événements est négative. Je crois qu'il y a plusieurs féministes, plusieurs conditions féminines et que ces conditions-là peuvent parfois être très divergentes et même en rivalité. Mais on est tout à fait d'accord à ce niveau-là. Oui, je pense par exemple la Charte des valeurs, le débat de la Charte des valeurs montrait ça par exemple, on voyait différents clans de féministes qui se réclamaient de c'était quoi un mouvement de libération, un mouvement anti-oppressif. Pour certaines, c'était d'interdire le voile musulman dans la fonction publique. Pour d'autres, c'est de pouvoir le porter à la même place. Et les deux clans s'accusaient mutuellement d'être des féministes imposteurs. Un autre débat, par exemple, au sujet du féminisme, où on voit que le féminisme est divisé, que la condition féminine est divisée, c'est la question de la procréation médicalement assistée, que vous connaissez, je crois, Madame. Judith Lucie a consacré un livre, d'ailleurs. Oui. Chez VLB en 2014, je crois. Oui. Et que... Par exemple, dans ce dossier-là, on a des féministes, certaines féministes comme vous, Madame Lucier, qui considèrent que les PMA, c'est quelque chose de libérateur, c'est quelque chose qui peut améliorer... libérateur. J'apporterais des nuances. Dans une certaine mesure, peut-être, mais quelque chose qui peut beaucoup aider la condition féminine. Alors que de l'autre côté, on a d'autres féministes, comme par exemple la sociologue Céline Lafontaine, qui considère que les PMA, en gros, c'est une opportunité inouïe d'asservissement du corps de la femme. Maintenant, pour revenir à ta question, Mathieu. Oui, la question sur Cologne et les événements, du point de vue féministe, à tout le moins, est-ce que ça nous a dit sur les débats féministes dans l'espace public, finalement? Oui, je dirais que ce qu'on constate avec les différents clans féministes, c'est que chacun essaye de se réclamer du féminisme tout en mettant des conditions à ce qui est féministe et ce qui est pas féministe. Et que, par exemple, avec Cologne, on a un peu vu la grille d'interprétation de
comment, par exemple, lutter contre la culture du viol, comment réagir à ça. Et on voit qu'il y a toutes sortes de lignes étroites idéologiques qui déterminent un peu comment il faut réagir aux événements. Par exemple, il y a beaucoup de chroniqueuses en 2015 qui se sont insurgées contre différents débats, contre différentes choses par rapport à la question des violences sexuelles, qui se sont... Bon, c'est très légitime, je suis pas là pour dénoncer ça, mais il y avait une certaine urgence dans le ton, dans le propos. Et soudainement, quand les agressions sont commises par des hommes qui, cette fois-ci, sont des immigrants identifiés à l'islam, soudainement, le ton est à la prudence, à la nuance. Il faut pas servir l'islamophobie, il faut pas servir l'extrême droite. Toute l'urgence disparaît, puis pourtant, on est quand même face à des violences sexuelles assez sordides. Mais il y a aussi masse. l'inverse. Face à un mouvement réactionnaire qui est tellement pressé de mettre... Quand vous dites mouvement réactionnaire, à quoi vous faites référence exactement? Ben, un mouvement qui réagit, qui voit donc c'est pas au sens voit... idéologique, c'est pas réactionnaire, la tradition réactionnaire, quand vous dites réactionnaire. Ben, ça peut être réactionnaire au sens conservateur du terme, ça peut être réactionnaire au sens je réagis très rapidement mais réactionnaire, oui, au sens traditionnel du terme. Il y a aussi une urgence à qualifier les actes de Cologne, à les montrer comme preuve d'une espèce de qualité qui serait intrinsèquement liée à l'islam ou liée à l'immigration, ou même c'était dans un moment politique crucial par rapport à la question des réfugiés. Et il y a eu une urgence cette fois-là de la part de gens qui sont jamais sensibles aux agressions sexuelles, alors que les féministes s'y intéressent à tous les jours de leur vie. Là, soudainement, ça devient un dada parce que ça prouve un autre agenda. Pour moi, c'est très fâchant, surtout que il y a un autre facteur, c'est moi, je vais parler pour moi, mais je m'intéresse à la condition des agressions sexuelles qui se passent ici parce que c'est ce que je connais. Je connais pas la réalité à Cologne, je connais pas non plus la réalité au Burkina Faso. Je suis pas une experte de la domination des hommes sur les femmes au Japon. Je suis pas donc moi la situation à Cologne, on m'a demandé de m'exprimer là-dessus dans les 3 jours qui ont suivi les événements, alors que je connais absolument rien à la situation. Si vous me demandez de parler des violences sexuelles à l'UQAM, par contre, ça, j'en ai entendu parler de plusieurs personnes différentes depuis plusieurs années. Donc, je me sens un peu plus, oui, effectivement, dans l'urgence. Quand on me parle de ce qui s'est passé à Cologne, un instant, ça s'est passé le 31 décembre, on est le 4 janvier et on réclame de dénoncer ces actes-là. Évidemment qu'ils sont dénoncés. Et je tiens à préciser qu'on a aussi dénoncé les paroles de je pense que c'est la mairesse de Cologne qui a tenu des propos déplorables. En disant que les femmes devaient conserver un bras de distance avec les hommes pour ne pas susciter chez eux le désir. Ce qui est tout à fait inacceptable. Et je veux dire, les féministes ont largement répondu à ces réactions-là, qui sont ça, c'est la culture du viol. Je veux dire, que des hommes violent, je veux dire, c'est ce que la culture du viol génère, mais nous, si on décide de s'attaquer à la culture du viol, on va s'attaquer au message, Mais Judith Lucier, je crois, dans ce débat autour de Cologne, qui était assez intéressant, à mon avis, parce qu'il montre bien, à tout le moins, il illustre une chose, c'est-à-dire qu'il est possible de dire qu'en Occident, peut-être serez-vous en désaccord, mais dans les sociétés occidentales en général, la condition féminine est infiniment plus avancée. Et l'émancipation féminine est beaucoup plus avancée, pour le dire ainsi. Mais et il est légitime, disant cela, de dire que nous avons des mœurs, nous avons une culture, un mode de vie à protéger. Et de ce point de vue, l'émancipation féminine n'appartient pas seulement au féminisme, mais c'est le patrimoine commun des démocraties occidentales. Soyez pas trop fiers sur la supériorité de la culture. Je parle de supériorité. Culture occidentale. Je veux dire, oui, on peut faire des comparatifs. Effectivement, on a le droit de vote, les femmes. Merci pour cette magnanimité. C'est pas de ça dont je parle. On a toutes sortes de privilèges, les femmes en Occident. On a, je veux dire, on est beaucoup plus égalitaire, effectivement, qu'en Arabie Saoudite ou que dans des pays où le patriarcat est très fort.
Par contre, quand on dit ça, moi, je suis toujours... ça me fait toujours un peu rire de voir que on se pense tellement bon en Occident, alors qu'il y a encore tellement de chemin à faire. Il y a encore plusieurs problématiques qui entourent les agressions sexuelles au Québec. On n'a pas besoin d'aller très loin, puis dans différentes cultures pour voir que cette réalité-là existe encore. Puis, je parle pas juste des agressions sexuelles. Il y a toutes sortes de phénomènes qui, je veux dire, on n'a pas l'équité salariale dans plusieurs domaines. Je pourrais faire des énumérations comme ça sur les combats qui restent à mener pour le féminisme au Québec. Sébastien Bilodeau, je crois que vous vouliez répondre ou Oui, quelques commentaires rapides. Première chose, je crois qu'on doit constater un fait empirique, c'est que certaines personnes ressentent des inquiétudes par rapport à l'immigration. Et je crois que si on veut assainir les débats, il faut arrêter de présupposer que tous ces gens-là font des amalgames du genre tous les musulmans et tous les immigrants sont des agresseurs, des violeurs, etc. Un amalgame, je crois qu'on leur attribue, qu'on attribue à outrance aux gens qui critiquent l'immigration. J'aimerais parler de la culture du viol. Je crois que c'est un sujet extrêmement lourd, c'est une pente extrêmement glissante, mais je crois qu'il faut en parler parce que c'est un sujet très important. Puis je crois que la manière qu'on en parle cache en réalité plusieurs choses. La notion de culture du viol, pour commencer, c'est une notion théorique qui a été fondée, je crois, surtout par Susan Brown Miller dans les années 70 dans le livre Against Our Will. Et c'est une notion qui a, je crois, 3 facettes. En général, dans les débats, on s'arrête à la première facette. Quand on parle de culture du viol, c'est surtout pour annoncer l'intention de combattre les violences sexuelles. Quelque chose qui, je crois, tout le monde peut être d'accord. Mais si on s'arrête à ça, le problème, c'est qu'on ne parle pas de 2 autres facettes importantes de la notion de culture du viol. La deuxième facette, c'est que la culture du viol, quand on lit Brown Miller et d'autres, c'est que c'est une certaine vision des rapports de genre. C'est une vision qui est en général assez puritaine et méfiante des rapports de genre. En général, quand on lit ces textes-là, on voit qu'on a affaire un peu à une vision où on voit l'homme comme une créature d'appétit, de conquête, qui cherche juste... Mais c'est le contraire, en fait. Je peux-tu terminer? Allez-y. Allez-y, mais ensuite je vous donne la réponse. Je vous donnerai la parole sans cette rhétorique-là, on voit l'homme comme une créature d'appétit qui cherche des opportunités pour un peu assouvir ses appétits sur la femme, qui est un peu présentée comme une créature innocente, vulnérable, qui est continuellement traquée. Je dis pas que c'est comme ça dans tous les textes, mais chez Brown Miller, qui est une auteure assez importante de cette notion théorique-là, c'est comme ça que c'est présenté. Et votre troisième élément? Je dirais aussi cette vision-là amène certainement une grande méfiance autour de tous les rapports hommes-femmes. Puis c'est là que la troisième facette amène comment est-ce qu'on combat la culture du viol. Et malheureusement, la réponse souvent donnée est liée directement à la deuxième facette. Par exemple, on enseigne à tous les hommes des notions de consentement, ce qui est une très bonne chose en soi, mais ce qui est sous-entendu, c'est que tous les hommes sont des agresseurs, des violeurs potentiels. Et ça fait qu'on s'insurge, par exemple, sur des choses qui peuvent paraître très extrêmement innocentes pour beaucoup de gens. Par exemple, une blague salée de Jean-François Mercier, dont vous avez dit dans une chronique, Madame Lucier, qu'elle facilitait l'impunité des agresseurs et le silence des victimes. C'est le fun que ma chronique d'à peu près 1000 mots soit résumée à trois mots, mais je veux dire, votre chronique, Madame Lucier, c'est vrai que je cite une infinie minorité de votre chronique, mais quand même, c'est assez marquant comme propos. Sauf que là, il y a tout un chemin argumentatif pour arriver à une conclusion de la sorte. Et Judith Lucier... le texte le cachait bien. Alors, Judith Lucier, Sébastien Bilodeau, cette notion de culture du viol dont on a beaucoup parlé depuis, je dirais, 2-3 ans, à tout le moins, c'est parvenu dans l'espace public. Je devine que le propos de Sébastien Bilodeau ne suscite pas votre adhésion. Mais je suis pas familière avec... je m'en confesse, la thèse de Brown Miller. Par contre, dans la culture du viol telle qu'on la conçoit dans les discussions sur la culture du viol au 21e siècle, au contraire, l'homme n'est pas présenté comme un être de désir et incapable de contrôler ses pulsions. Au contraire, ce qu'on dit, c'est que l'homme est un être rationnel, très capable de contrôler ses pulsions et que donc rien ne justifie
comme le prétendait Normand Lester, que dans un sous-marin pendant 3 semaines, il soit incapable de ne pas agresser sexuellement ses camarades ou ses collègues de travail de sexe féminin. Et les femmes, je pense pas que la culture, le concept théorique de culture du viol présente les femmes comme des victimes incapables de se défendre. Le fait est que les femmes sont toujours en train de développer des stratégies pour échapper au fait qu'elles sont des proies dans l'espace public, qu'elles sont prises, qu'elles sont harcelées, qu'elles sont elles doivent répondre à des messages non sollicités, elles doivent toujours être disponibles au désir de l'homme, alors que ça peut être très désagréable. Je veux dire, puis non, tous les hommes ne sont pas des agresseurs potentiels, mais quel est le problème de parler de notion de consentement et il n'y en a aucun pour moi en passant. Mais vous dites que ça implique que tous les hommes sont des agresseurs potentiels. Je ne crois pas, mais toutes les femmes sont victimes de ces phrases ou de ces commentaires non sollicités. Je tiens à dire, quand je verbalise ma résistance à une certaine forme de cours sur le consentement, c'est pas tant l'intention et le cours lui-même, c'est ses présupposés théoriques. Et quand on regarde les racines idéologiques de la notion de culture du viol, ça reste à l'idée que tout homme peut être un agresseur potentiel. Et le problème, c'est que c'est faux, les données empiriques qu'on a, on n'en a pas illimité. C'est mais je ne crois pas, moi, que tout homme soit un potentiel agresseur. Je vous en accuse pas. Je veux dire, je sais pas qu'est-ce que Mme Mme Brown ou Miller disait dans les années 70, mais en 2016, je pense pas que ce soit la réflexion essentielle de... Juste un détail rapide, excusez-moi, c'est que les données empiriques qu'on voit en général à date, c'est que les agressions sexuelles, c'est surtout le fait d'une très petite minorité d'hommes... la thèse classique des agresseurs aberrants. Qui touche quand même une majorité de femmes. Ben, c'est des multirécidivistes. Mais le problème, c'est que quand on est dans un militantisme qui essaye de visiter la société, tout le monde, en réalité, à quoi ça sert d'enseigner le consentement des agresseurs? Ils n'en ont rien à faire. Ça touche, je pense que ça concerne toute la société parce que on est tous aussi coupables de cette culture-là. Hommes et femmes, je veux dire, quand on défend... Quand on louange un Claude Jutras, par exemple, et qu'on est tous mal à l'aise devant les allégations qui ont été faites à son endroit. Vous avez entendu les louanges de Claude Jutras ces derniers jours? Non, ce que je veux dire, c'est... je crois, si je me trompe pas, à tout le moins... Avant que les allégations soient faites. Oh, pardonnez-moi, d'accord. Donc, les gens savaient pas? Non, tout à fait. Mais quand on quand on apprend ces choses-là et que un Marc Belland qui s'est rétracté par la suite, mais pour moi, c'est un exemple classique du refus qu'on a d'accepter que des gens soient des agresseurs sexuels alors que parce qu'on les idolâtre, parce que alors quand on apprend ça, on a tellement l'impression que les agresseurs c'est des monstres, que les gens qu'on aime et qu'on respecte, on refuse d'y croire jusqu'à temps qu'on ait des preuves suffisantes. Judith Lucier, la notion de culture du viol qui je crois est assez importante aujourd'hui, du moins dans le débat public pour définir les pathologies des rapports entre les sexes quelquefois. Quel est le principal apport, je dirais, politique de la notion de culture du viol? Qu'est-ce que cette notion-là vient nous donner qui nous manquait auparavant pour penser les phénomènes liés à la violence sexuelle, par exemple? Plusieurs choses. Je pense que ce qui est important de retenir, c'est que on met le doigt sur une culture, par exemple, du silence, où les victimes vont pas être à l'aise de parler de leur agresseur parce que cette personne-là, par exemple, est idolâtrée ou parce que cette personne-là est en situation de pouvoir ou parce qu'il y a pas de structure en place. On l'a vu, par exemple, avec le comité olympique. Il n'y a pas de structure en place pour dénoncer l'agresseur. L'agresseur étant à la fois juge et partie dans le cas de Marcel Aubu, juge et partie. Ça nous permet de mettre en place des mécanismes pour protéger les victimes, pour leur permettre de dénoncer plus facilement. Ça permet de changer, par exemple, dans une culture légale avec laquelle je suis pas familière, je suis pas du tout familière avec le droit, mais par contre, je sais que auparavant, il était possible de demander à la victime, oui, mais que portiez-vous ce soir-là? Aujourd'hui, on ne fait plus ça. Ou dans certaines circonstances, faut pas que ça donne l'impression que c'est ça qui a mené à l'agression sexuelle. Ça apporte plusieurs choses. Ça nous fait réfléchir sur
pourquoi les victimes ont honte? Pourquoi, par exemple, quand on a appris, quand il y a eu toute la campagne agression non dénoncée, ce qu'on a compris, c'est que c'est pas parce qu'il y a pas de dénonciation qu'il y a pas eu d'agression. C'est très difficile de dénoncer un agresseur. Souvent, le blâme va être rejeté sur la victime, surtout dans un cas où la victime est une personne pas connue du public, pas appréciée, et que l'agresseur est, au contraire, une très grande cote d'amour. On va être tellement fâché que cette victime-là salisse l'image de notre idole, qu'on va refuser de croire sa version des faits. Donc, je pourrais en parler pendant des heures, mais il y a plusieurs exemples qui... Allez-y. Sébastien Bilodeau. Oui. Je dirais en même temps, Madame Ducier, vous dites que vous n'êtes pas familière avec Brown Miller, il n'y a aucun problème avec ça, mais en même temps, dans une certaine mesure, ce que vous dites montre quand même une certaine parenté idéologique, parce que ça reste que dans votre propos, vous dites la société est co-responsable des violences sexuelles, la société facilite ces choses-là. Il y a une part de vrai là-dedans, puis c'est très malheureux. Mais je crois qu'il faut pas oublier plusieurs choses. La première chose, le propre de l'agresseur, c'est qu'il sait comment contourner les règles et il utilise son pouvoir s'il y en a pour se blinder contre les dénonciations, ce qui est extrêmement malheureux. Puis je crois que le problème, c'est que quand on reste à cibler la société dans sa totalité, en réalité, on déresponsabilise un peu les choses qui sont à blâmer directement. L'agresseur lui-même, le processus juridique qui, c'est vrai, peut être extrêmement dur et très peu empathique envers les victimes, les plaignantes, les services d'aide aux victimes qui peuvent parfois manquer. Puis je crois que c'est ce genre de choses-là qu'il faut cibler quand on reste dans la dénonciation de la société en général. Je crois que ça cache quelque chose d'un peu critiquable, je crois, dans la notion de culture du viol. C'est que c'est une notion théorique qui est née dans le sein du féminisme radical, et le féminisme radical, ça peut souvent mener à une méfiance très importante envers la totalité des rapports de genre. Et je crois que c'est là, malheureusement, que la notion de culture du viol peut susciter la méfiance. Puis si ça suscite la méfiance, vous disiez tantôt que les gens ne sont pas jamais préoccupés des violences sexuelles. Je crois que c'est faux. Je crois qu'énormément de gens se préoccupent de cette notion-là, mais ces gens-là se reconnaissent pas du tout dans la notion de culture du viol en tant que notion théorique. Judith Lucier. Il y a plusieurs choses. Par où commencer? En fait, je vois tout simplement... Je pense que pour l'avoir entendu de la part d'amis hommes, être étonné d'apprendre que autant de femmes étaient victimes de violences sexuelles, que c'était si difficile. Après l'affaire Gian Gomeci, j'ai plusieurs amis qui m'ont dit mais une femme sur 3, puis comment ça se fait qu'on en entend jamais parler? Comment ça se fait que c'est pas dénoncé? Ils étaient ahuris d'apprendre que les agressions sont pas toujours dénoncées. Donc ça veut dire qu'on a une image de l'agression sexuelle qui se règle, alors que dans la majorité des cas, ça se règle pas. Dans la majorité des cas, la victime reste avec son fardeau. Donc je vois pas comment on peut s'opposer à une conscientisation de ces phénomènes-là. Puis je pense pas, Mathieu, que vous vouliez qu'on parle de la culture du viol tout au long de l'émission. Nous allons d'ailleurs, j'allais dire, après la pause, nous reviendrons, donc dans quelques instants, nous prenons une pause à l'instant, nous reviendrons ensuite pour parler d'autres facettes des enjeux liés au féminisme contemporain. Revenez à la vie des idées dans quelques instants. Radio VM, au cœur de l'essentiel. Alors, chers amis, nous sommes de retour à la vie des idées pour cette discussion manifestement, musclée sur les enjeux du féminisme contemporain. Nous avons parlé en première partie d'abord de les raisons qui peuvent pousser à se définir comme féministe alors que quelquefois les positions embrassées sont très contradictoires. Nous avons parlé aussi beaucoup, plus qu'on ne l'aurait cru, de la question de la culture du viol, de son statut dans le discours public aujourd'hui.
j'aimerais me déplacer sur un tout autre sujet aujourd'hui qui me semble assez important. Et c'est celui de ce que je nommerai, et je devine que Judith Lucier sera en désaccord avec moi sur ce terme, ce que j'appelle un certain néo-puritanisme présent dans la vie publique aujourd'hui, dans les rapports entre les sexes. Il y a quelques controverses au fil du temps. Par exemple, je pense à cette publicité qui date d'il y a 2 ans peut-être à la SAQ, qui annonçait le retour du printemps, d'ailleurs c'est d'actualité, avec un verre de rosé qui masquait un décolleté féminin. Et manière de dire, c'est le retour des jours heureux, c'est le retour du charme, c'est le retour du corps qui s'expose, c'est le retour des belles journées de printemps où le désir renaît, pour le dire ainsi, après la congélation hivernale. Or, il y a eu quand même plusieurs dénonciations publiques de cette mise en scène du désir, enfin, à la fois des atouts féminins, appelons ça comme ça, et surtout du désir masculin pour la femme, ce qui était suscité quand même là-dedans. Plusieurs ont dit, il y a une instrumentalisation du corps de la femme, ça ne devrait pas être présent dans l'espace public, cette publicité misant sur le désir de l'un pour l'autre. Votre sentiment, Judith Lucier, par rapport à ça, est-ce qu'on peut dire que c'est une forme de puritanisme, ou est-ce qu'on doit y voir plutôt une lutte légitime? Mais vous prenez un exemple qui est relativement discutable. Je veux dire, à la limite, cette publicité-là, elle m'agace parce que je fais partie des féministes qui sont facilement agacées, irritées. Puis je pense qu'elle m'agace parce que s'inscrit dans un lot de nombreuses publicités comme ça, dont l'idée est que le corps de la femme doit être disponible toujours au regard de l'homme dans une société hétéronormative, bien sûr. Puis, moi, simplement, je goûte votre bien sûr, entre guillemets. Oui, ben, on est dans une société hétéronormative, puis si on parle de différences sexuelles tantôt, on va pouvoir rentrer plein dans ce sujet-là, mais je veux dire... Donc, moi, ça m'irrite. J'ai pas été parmi celles qui sont montées aux barricades parmi celles-là. Pour cette publicité-là, je veux dire, je choisis mes combats. On me trouve déjà assez fatigante de m'attaquer sur tous les fronts. Et pour moi, c'était pas le pire exemple, mais plus largement, c'était quand même irritant. La question des fameuses publicités sexistes. C'est-à-dire, ça revient souvent. C'est-à-dire, on parle je crois que Québec solidaire, si je ne me trompe pas, voulait proscrire ou à tout le moins encadrer très sévèrement les publicités sexistes. Et la question que je me posais, je ne vous transforme pas ici en porte-parole de Québec solidaire, mais je me demande quelle est votre position par rapport à ça. Imaginons qu'on veuille bannir les publicités sexistes. Qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, ça serait une bonne idée. Je dirais, mais qu'est-ce qu'une publicité sexiste si selon certains, la publicité que j'ai mentionnée est une publicité sexiste, si la mise en scène, par exemple, je le dis quelquefois de manière amusée, si pour vendre des voitures, quelquefois on nous montre une très jolie femme à côté, on peut penser que c'est pas particulièrement intelligent comme publicité, mais est-ce que ça fait partie des publicités qu'on devrait proscrire d'une manière ou de l'autre dans l'espace public? Mais en fait, je pense qu'il y a du côté des créatifs en publicité, je me questionne premièrement sur le fait que ce soit majoritairement des hommes qui réfléchissent. Donc c'est un point de vue d'homme qu'on nous présente. Bon, je vais vendre des voitures à des hommes en leur disant que grâce à cette voiture, ils vont pouvoir avoir des chicks dans leur voiture. Je veux dire, c'est toujours un point de vue où on objectifie la femme pour en faire une espèce de bénéfice. Donc la femme est un produit, un bénéfice pour l'homme. Donc oui, je veux dire, c'est irritant que autant de publicité, puis honnêtement, je sais pas comment on peut contrôler ça. Je suis tout simplement déçue, puis je serais radicale dans le sens où j'aimerais qu'on s'attaque à la racine du mal. Comment ça se fait qu'encore les publicités, les publicitaires, les créatifs, puis je pense que les femmes aussi, on est tellement dans une culture hétéronormative et basée sur le corps de la femme qui doit être disponible au désir de l'homme, que même il m'arrive, moi, de penser des textes ou de penser des scénarios où je suis tellement conditionnée à cette vision-là que même moi, je la reproduis. Donc, je veux même pas dire que c'est le problème des hommes. Je pense qu'on a un problème en société. On tend à reproduire cette vision-là dans laquelle la femme est objectifiée. Sébastien Bilodeau, est-ce que nous sommes aujourd'hui contemporains d'une forme de renaissance du puritanisme à gauche? Je crois que dans une certaine mesure, oui, parce qu'à la base, je crois qu'un élément dans votre propos, Madame Lucier, c'est la question de qu'est-ce qui est top scène dans ce qu'on regarde. Non, j'aimerais préciser. Oui, vraiment, je vais juste préciser parce que quand on parle de puritanisme, là, moi, j'ai aucun problème à ce qu'une femme s'approprie sa propre sexualité et se balade les seins nus, et quitte à faire une publicité d'elle-même les seins nus, j'ai pas de problème. Le problème, c'est que dans le marketing tel qu'il est conçu, ce n'est jamais la femme qui décide
décide de se mettre de cette façon-là en scène, c'est pour vendre un produit. Donc, il y a quand même une nuance importante. Quand je parlais de puritanisme ici, juste histoire d'être clair sur les termes, je parlais d'une forme de volonté de censurer le désir d'un sexe pour l'autre avec la part d'asymétrie, probablement, de complémentarité. De domination, il y a toute une question de qui décide, qui s'émancipe à travers ce désir-là. Sébastien Bilodeau. Oui, c'est des thèses qui ont souvent été dites et c'est des thèses aussi qui font pas l'unanimité chez tous. Je crois que la question, c'est, on reste un peu dans l'obscénité dans le sens de ce qu'on regarde et ce qui nous offense. Il y a des choses que vous regardez, Madame Lucier, qui vous offensent, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Mais le problème, c'est que la question de l'obscénité, il y a une bonne part de subjectivité là-dedans. Ce qui est obscène pour une personne ne l'est peut-être pas pour une autre. Et la question, c'est qu'on rentre dans la notion du désir humain et le fait est, on nage dans la subjectivité presque totale. Et je crois que, je crois qu'il y a beaucoup de choses extrêmement critiquables et méprisables dans la publicité d'aujourd'hui, dans l'objectivation des corps humains. Quelque chose, je crois, qui touche beaucoup les femmes, mais qui touche aussi les hommes. Là, on s'entend que les hommes mannequins qui sont présentés à Berry-UQAM, c'est pas le corps de tous les hommes, là. Et je crois que on rentre dans quelque chose d'extrêmement dangereux, je crois, quand on commence à déterminer avec beaucoup trop de précision c'est quoi qui est sexiste, c'est quoi qui est obscène, c'est quoi qui est trop objectivant, parce qu'en réalité, on est dans un sujet qui est extrêmement subjectif et où, dans le fond, qu'est-ce qui est obscène? Ben, ça va tomber que c'est la personne idéologique qui est derrière le crayon qui va signer c'est quoi qu'on va définir comme étant obscène. Mais je pense pas que c'est un problème insurmontable. Je veux dire, on a le bureau du cinéma met des cotes sur les films depuis des années, puis des fois ça fait pas l'affaire de tout le monde, puis des fois on réagit, puis le bureau du cinéma revient sur ses décisions. 16 ans et plus. Bien sûr que non. Je veux dire, je me suis pas penchée sur la question de comment on pourrait concrétiser un tel projet, mais je pense qu'on est capable en tant que société. Vous l'avez même, vous deux qui êtes pas spécifiquement féministes, vous reconnaissez qu'il y a des publicités qui sont un peu désagréables, qui vont trop loin, qui objectifient trop le corps de la femme. Puis effectivement, même si on est dans une certaine subjectivité, on peut s'entendre sur des points communs donc je pense que c'est pas insurmontable. La question du... oui, Sébastien Bilodeau. Je dirais juste une chose, Madame Lucier. La question, c'est pas tant la cause que le comment de combattre ces choses-là. Puis je crois que, en fait, c'est là que tout l'honneur de la guerre est. Et c'est là que le champ est infiniment vaste. Mais la question du puritanisme nous conduit à une question beaucoup plus vaste. Finalement, nous sommes passés aujourd'hui des questions les plus concrètes aux questions les plus... Nous marchons vers des questions les plus théoriques. C'est la question, bien évidemment, je crois, de la différence sexuelle. De la différence sexuelle, c'est-à-dire lorsqu'on parle de la question du désir dans l'espace public, lorsqu'on parle de la mise en scène publicitaire. Bon, je crois que tous nous maudissons probablement la société publicitaire dans laquelle nous vivons, mais acceptons l'idée que nous ne sommes pas à la veille d'une révolution. La mise en scène publicitaire du désir entre les sexes, c'est surtout la reconnaissance implicite du fait que il y a une différence fondamentale entre les sexes qui ne se désirent pas de la même manière, qui ne se regardent pas de la même manière, et j'ai l'impression quelquefois aujourd'hui, mais peut-être vous me corrigerez, que la différence sexuelle, la différence dans son statut anthropologique, c'est-à-dire que la différence sexuelle n'est pas qu'un construit social. C'est un construit social, mais ce n'est pas qu'un construit social. Ça réfère à toutes des images presque archaïques, des passions, des désirs et ainsi de suite. La différence sexuelle aujourd'hui, sauf pour une certaine frange du féminisme très particulière, j'ai l'impression que la différence sexuelle n'a pas bonne réputation aujourd'hui. Judith Lucier, la complémentarité des sexes, tout a toujours une historique, mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui cette méfiance envers une pensée de la différence sexuelle? Bon, je vous dirais qu'on passe en ce moment à la maîtrise en sociologie, en concentration féministe, mais on passe à peu près, c'est combien de sessions? C'est une vingtaine de cours? Tout dépend du temps que vous consacrez à vos études. Bon, donc, autant d'heures sur le sujet. Je pourrais pas résumer ici, mais je peux d'emblée dire que premièrement, vous l'avez dit, ce n'est pas complètement social, mais c'est une construction sociale. En fait, le social a joué un rôle d'amplificateur à la différence sexuelle qui se résume à peu de choses au niveau... Ah ben voilà, c'est-à-dire qu'il se résume à peu de choses. Pour vous, la différence sexuelle, fondamentalement,
parce que je vous lis quand même avec attention, pas nécessairement avec approbation, mais certainement avec attention chaque fois. Et j'ai l'impression que pour vous, en dernière instance, si on vous lit bien, surtout vos chroniques du métro, que j'invite évidemment tous nos auditeurs à lire, quand on vous lit, j'ai l'impression que pour vous, la différence sexuelle peut se réduire en dernière instance à une différence biologique. Et une fois que c'est dit, et encore, moi qui vous Judith Butler, j'en doute. Oui, moi qui vous accordais le privilège de la modération. Et donc, j'ai l'impression que pour vous, la différence sexuelle, le fait que l'homme et la femme aient une situation existentielle, anthropologique, distincte, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas ensuite de l'évolution, une pluralité de points de vue, j'ai l'impression que pour vous, ça cause problème, et pour beaucoup, pas pour toutes les féministes certainement, mais pour beaucoup de féministes, ça peut causer problème. Est-ce que je me trompe? Non, absolument pas. Parce que plus on met d'accent sur cette différence-là, plus on met les gens dans des catégories, et les catégories sont vecteurs de rapports de domination. Puis, c'est très important. Je veux dire, là, je t'ai résumé ça en 5 secondes, Bien mais je évidemment. veux dire, ça a des impacts, ça a des quand on place les femmes dans une catégorie, les hommes dans une autre, et que chacun a des rôles attitrés, des tâches attitrées, premièrement, ça rend plusieurs personnes inconfortables, mais ça rend aussi les rapports de domination plus prégnants, plus importants, alors que c'est pas du tout nécessaire qu'on soit dans ces rapports-là. Et donc, le plus on peut les atténuer, mais ces différences. Est-ce que la notion, par exemple, pour vous, de féminité, je me tournerai ensuite vers Sébastien Bilodeau, mais est-ce que les notions de masculinité et de féminité, j'entends par là des dispositions naturelles de l'âme selon qu'on soit d'un sexe ou l'autre, vous me pardonnerez ce vocabulaire un peu vieilli, est-ce que ces notions-là de féminité et de masculinité sont à congédier pour vous? Je pense pas qu'elles soient à congédier, mais moi, je remets en question comment vous avez appelé les affinités naturelles. Les dispositions les naturelles de l'âme. Les dispositions naturelles de l'âme. Je remets en question ça. Je pense que on met tellement de renforcement positif face à des petites filles qui portent une robe de princesse. Ah, elle est donc belle. Du renforcement positif mais à un garçon qui a un l'est-elle? Comportement masculin. Je dis pas qu'elle ne l'est pas, puis je dis pas que le petit garçon qui fait des choses extraordinaires avec sa voiture est pas en train d'être extraordinaire. Je pense que ça conditionne énormément ces différences de catégories et ça renforce certains traits qui n'ont pas à l'être nécessairement. Puis je pense que ça rend autant les femmes que plusieurs hommes malheureux. Ça met des pressions qui n'ont pas à être là. Puis je pense que ça serait à l'avantage de tous d'aller à l'essence même de notre personnalité, de ce que nous sommes profondément, plus que ce que la société a envie que nous soyons. Sébastien Bilodeau. Oui, je vais être un participant ingrat parce que là, en plus d'être arrivé en retard tantôt, là, je vais être en désaccord avec vous deux. mais vous êtes le bienvenu. Je crois qu'il y a deux choses dans le discours ici. On est dans l'épistémologie constructiviste, l'idée de la construction sociale des choses. Et je crois qu'il faut départager deux choses. La première chose, c'est théoriquement interpréter que les conduites humaines sont conditionnées socialement, qui est, je crois, assez bien argumenté. Et une thèse généralement admise, comme quoi l'homme vit en société. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et c'est là que je pense ça devient, j'ai un désaccord avec vous, Madame Lucier, c'est tout de suite domination. Les rapports sociaux sont conditionnés à la domination. Puis le problème, c'est que quand on creuse un peu plus loin, très souvent, on rentre un peu dans un discours comme s'il y avait une poignée d'hommes blancs hétérosexuels qui manipulaient toutes les marionnettes et tout ça. Mais, donc on poursuivait. Et... donc, vous parlez de la domination, oui, quelques hommes blancs hétérosexuels. Mais c'est que souvent, ça peut facilement se réduire à un discours où on dit que l'homme blanc, dans le fond, est universellement gâté, puissant, privilégié. D'ailleurs, le mot privilège est un slogan populaire ces temps-ci. Et que les non-hommes blancs sont universellement impuissants, pauvres et opprimés. Alors qu'en réalité, quand on regarde les données, quand on regarde les faits sociaux, en réalité, on 100 000 nuances qui sont hors de ces amalgames académiquement corrects qu'on voit malheureusement beaucoup aujourd'hui. Malheureusement, j'ai pas amené mes données sociales avec moi pour vous contredire, mais j'imagine on pourrait en discuter longuement. Vous connaissez la magnifique formule de Churchill qui dit qu'on ne doit croire que les statistiques qu'on a soi-même truquées. mais j'aimerais vous ramener sur la question centrale. À mon avis, la différence sexuelle, c'est-à-dire, je crois,
personne n'accepterait une thèse, je crois, qui essentialise hommes et femmes de telle manière qu'ils sont condamnés à reproduire à l'identique pour toujours ce qu'est l'homme et ce qu'est la femme. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler un traditionnalisme si borné qu'il muséifie l'existence et qu'il nous condamne à la sous-oxygénation. Mais cette idée, donc ça, je crois que tous on s'entendra pour congédier ça. Mais Judith Lucier, je vous écoute et j'ai l'impression que pour vous, c'est la notion même de culture. J'entends par culture, c'est-à-dire le monde dans lequel nous baignons, le bagage de signification, le patrimoine de signification qui sont laissés à la naissance, qui font qu'on éduque plutôt un garçon ainsi et plutôt une fille ainsi. Pour vous, j'ai l'impression que c'est cette culture, fondamentalement, que vous percevez immédiatement comme une domination. C'est-à-dire, pour vous, c'est comme si c'était immédiatement une domination à déconstruire et qu'il y avait pas beaucoup de cette culture que vous étiez prête à accueillir positivement. C'est-à-dire, se pourrait-il que toutes les générations qui nous ont précédées se soient vraiment trompées et que nous soyons les premières générations bénies à comprendre que l'heure est venue de déconstruire tous les rapports sociaux pour que notre petit moi personnel puisse surgir et s'épanouir? Je pense pas que ce soit très individualiste comme vision des choses. J'en avais l'impression pourtant. Non, absolument pas. Je pense qu'au contraire, il faut se mettre dans la peau de toutes les personnes qui ne se reconnaissent pas dans cette culture. Puis je pense que c'est une majorité de personnes qui ne se reconnaissent pas dans la culture de la féminité ou de la masculinité. Oui, ou qui sont pas nécessairement, qui seraient plus heureux s'ils n'étaient pas de ces pressions-là. En fait, c'est pas innocent que je m'oppose à ces traits culturels-là, c'est que je pense que ça a des conséquences. Cette culture-là a des conséquences. Je vous donne par exemple seulement les adolescents transgenres qui sont dans des statistiques qui sont parmi ceux qui se suicident le plus statistiquement. C'était aussi le cas, c'est aussi le cas des jeunes homosexuels. Parce qu'ils ne rentrent pas dans les catégories qu'on attend d'eux. Parce qu'ils déçoivent leurs parents et l'entourage, ou parce qu'ils n'ont pas le soutien nécessaire, ou parce que, pour toutes sortes de raisons. Alors que si on était moins porté à amplifier les traits sociaux qui sont attendus des hommes et des femmes, je veux dire, il y aurait ces personnes-là qui seraient épargnées, mais il y aurait aussi plusieurs personnes qui se sentiraient plus à l'aise dans la société sans être des personnes qui transcendent le genre ou sans être des personnes qui sont absolument marginaux par rapport à ces questions-là. Il y a quand même, je veux dire, il y a des pressions. Même quand on regarde les statistiques sur le suicide chez les hommes, Francis Dupuis-Déry a écrit un chapitre formidable là-dessus dans le livre sur le masculinisme au Québec, où il explique que la plupart des facteurs, puis si on peut identifier des facteurs clairement qui mènent les hommes au suicide, il y a beaucoup des facteurs qui sont issus de la différence entre les sexes. Par exemple, le fait qu'on attende des hommes qui témoignent moins de leurs émotions. Le fait qu'on valorise moins la parole chez les hommes. Le fait que la masculinité soit valorisée, ça met certains hommes dans des situations plus inconfortables. Donc, il y a tout. Mais Sébastien Bilodeau, sur ces questions, je crois que vous avez travaillé, si je ne me trompe pas. Mais en fait, je poserais ça plus largement. La question de la condition féminine, peu importe qu'on la définisse ici ou non, ainsi ou non, pose par effet de miroir la question de la condition masculine, ce que vous avez soulevé. Sébastien Bilodeau, sur cette question du suicide des hommes, je crois. Ça tombe bien, c'est mon sujet de maîtrise. Je suis d'accord. Je me suis frappé dans un mur, là. Je me suis mis dans un coin. Une petite imprudence de votre part. Sébastien Bilodeau. Mon but, c'est pas de briser quelqu'un. Mais en fait, je suis d'accord avec beaucoup des choses que vous venez de dire, Madame Lucier. C'est vrai que dans le conditionnement social des genres, il y a des choses qui oppriment finalement un peu tout le monde. Je crois qu'on pourrait rajouter aussi que les femmes aussi sont opprimées par le conditionnement social courant des genres, notamment que on dévalorise l'expression de la colère et de l'indignation chez les femmes, qui, je crois, est quelque chose qui peut être nuisible aux femmes elles-mêmes, tout comme on surestime la colère et l'agressivité chez les hommes et on inhibe l'expression de la vulnérabilité et de la souffrance. Or, quelque chose que je trouve très malheureux, c'est que dans les milieux, certaines parts des milieux militants et académiques, quand on parle, on peut intégrer la notion de conditionnement social, construction sociale des genres. Or, souvent, c'est des milieux qui sont très hostiles à la reconnaissance des problématiques masculines. Ça m'étonne que vous citiez Dupuis-Déry parce que s'il y a bien quelqu'un qui a une résistance face à la reconnaissance des problématiques masculines, c'est bien lui.
quand on regarde des résumés de son propos, j'ai malheureusement pas lu c'est son livre là-dessus, mais en général, Dupuis-Déry et ses proches collaborateurs, c'est des gens que quand on reconnaît les problématiques masculines, ils disent « Pourquoi vous parlez de ça? Les hommes sont privilégiés. » Ben, s'ils sont privilégiés, pourquoi est-ce qu'il y a autant de suicides chez les hommes? Pourquoi les hommes sont les 2/3 des données à la CSST? Vous auriez un immense plaisir à lire son chapitre au sujet du suicide chez les hommes, parce qu'effectivement, il y a toute une nuance, justement, entre le fait de reconnaître une condition spécifique aux hommes et le fait de reconnaître que la différence sexuelle nuit aux hommes. Oui, ben je crois que le conditionnement social opprime tous, en fait. Mais si je peux me permettre, je me porterai à la défense du conditionnement social pour un instant. C'est-à-dire, la notion de conditionnement social, c'est l'autre nom de la culture et de l'héritage. Et ce n'est pas pour rien. Je comprends parfaitement, vous souleviez la situation difficile, Judith Lucier, des transgenres, par exemple. Et je comprends très bien que certains portent très difficilement ce qu'on appelle, dans un jargon qui n'est pas le mien, l'assignation identitaire ou sexuelle. Mais cela dit, pour la défense légitime et indispensable de cette minorité quelquefois même très très marginale, j'ai l'impression quelquefois qu'on veut déconstruire des concepts, déconstruire un héritage pour le masculin et le féminin qui n'abîme pas ou qui n'endommage pas ou qui ne blesse pas l'immense majorité, parce que au fil de l'histoire, ce n'est pas sans raison qu'on a peu à peu défini un peu la masculinité et la féminité. On ne l'a pas défini à partir de rien non plus. Et si ces notions-là sont appelées à évoluer, à se transformer, je ne suis pas certain qu'on doive les aborder d'abord et avant tout sous le signe de la sociologie de la domination. Mais ça ne se fait pas non plus aux dépens de la majorité. C'est ça que je comprends. En fait, je comprends pas pourquoi on s'objecterait au fait que qu'on veuille atténuer des constructions sociales qui ont été amplifiées. Ça ne portera atteinte à. Il y a personne ici qui devrait s'en sortir perdant, alors que pour l'instant, il y a des perdants qui c'est une évidence. Sébastien Bilodeau, on ne vous a pas vu, mais vous avez levé la main, donc oui. Allez-y. Quand je parle du conditionnement social, je crois qu'en même temps, on peut reconnaître que le conditionnement social peut faire mal à tous, mais en même temps, je suis très méfiant envers la promesse que si on déconstruit ces choses-là, on va nécessairement trouver le paradis ou quelque chose de absolument mieux derrière ça. Honnêtement, Mme Lucier, je crois que il y a une certaine part de croyance là-dedans. On a l'espoir que si on déconstruit le conditionnement social, derrière ça va se retrouver quelque chose de beaucoup mieux. Je crois qu'en réalité, on n'en a aucune foutue idée. C'est la thèse, en fait, pour ceux qui sont familiers avec ce livre, de Bérénice Levet, la remarquable philosophe française, qui a écrit La théorie du genre, si je ne me trompe pas, c'est bien le titre, et elle dit, à l'origine du discours sur le genre, il y a la croyance, la foi, en presque une humanité avant la chute. Que serait avant la chute, pour parler en langage, c'est l'humanité avant la différence sexuelle, l'humanité dans l'indétermination, l'humanité où l'être humain peut choisir son sexe, son identité culturelle, peut se construire lui-même, le fantasme de l'auto-engendrement. Pour faire écho à votre propos, Sébastien Bilodeau, il nous reste quelques minutes simplement. J'aimerais vous amener sur un thème un peu plus vaste aujourd'hui. Tournons-nous vers l'avenir, pour le dire ainsi. Judith Lucier, imaginons que votre vision, pour l'essentiel, et ce qui est en train d'arriver pour l'essentiel, gagne. C'est-à-dire que votre vision soit socialement dominante. Quelle serait pour vous une société qui serait à peu près conforme à votre vision du féminisme? Qu'aurions-nous déconstruit, qu'aurions-nous installé? Quelle serait la société, non pas rêvée, parce que l'utopie n'est pas de ce monde, mais quelle serait la société rêvée de Judith Lucier où le féminisme aurait enfin tous ses droits? Où le féminisme aurait enfin tous ses droits. La société rêvée, définirait la société telle que vous l'entendez. La société rêvée, c'est une société où le féminisme ne serait plus nécessaire. Je pense pas qu'on va y arriver de mon vivant. La société rêvée, en fait, je pense que justement le nerf de la guerre, c'est d'atténuer les différences sexuelles. Je pense que c'est. Puis vous avez raison, non pas on les y arrivera inégalités, pas. Mais la différence. Ben de les atténuer, parce que je peux reconnaître qu'il en existe, mais je pense que de les amplifier comme on le fait actuellement, c'est nuisible pour la plupart des gens. Puis je peux comprendre que ce soit une utopie. Monsieur Bilodeau semblait dire effectivement, on sait pas qu'est-ce que ça va donner, mais on voit les effets que ça a de les amplifier. Moi, je les vois sur mes neveux et nièces. Je le vois sur comment les jeunes grandissent actuellement, puis je pense qu'on est capable de faire mieux. Sébastien Bilodeau, je renverserai la question, redoutez-vous une société où la philosophie politique de Mme Lucier, par exemple, serait dominante?
Je dirais, je me définis surtout comme un sceptique. Je pourrais dire peut-être que oui, ça m'inquiéterait, mais ça change rien que ce soit Mme Lucier ou une autre. Le fait est, je me méfie de ce que la personne au pouvoir peut trancher de ce qui est bien, de ce qui est mal et de ce qui est dans l'intérêt ou le désintérêt des gens. Et je crois que c'est là que, dans le fond, le féministe a encore beaucoup de débats devant lui et que je crois, des débats difficiles et douloureux en ce moment, mais je crois que dans cette conflictualité-là, il y a l'opportunité d'avoir des échanges très féconds pour mieux combattre les oppressions et les inégalités. On s'entend là-dessus. Mon Dieu, mais il nous reste encore quelques instants, donc j'en profiterai. Il y a eu tout récemment ce débat, plus que ce débat, le sommet des femmes. Il nous reste 2 minutes, je voudrais vous entendre un instant là-dessus. Le sommet des femmes organisé par le féminisme, disons, tendance Révolution tranquille. Tendance Lise Payette, oui. Tendance Martine Desjardins. Et quelques jours plus tard, protestation d'un nouveau mouvement féministe qui dit « Nous ne nous reconnaissons pas dans ce féminisme plus traditionnel, plus classique, et ainsi de suite. » Y a-t-il néanmoins des points d'accord possibles entre les différentes tendances féministes, Judith Lucier? Est-ce que, en dernière instance, vous êtes capable vous compariez tantôt avec les souverainistes, en dernière instance, ils votent tous oui. De quelle manière pourrait-on dire Lise Payette et Judith Lucier votent-elles oui ensemble? Je pense qu'on s'entend sur les constats. On s'entend pour reconnaître que l'égalité est pas atteinte, qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Je pense que on reproche à ces féministes-là d'avoir manqué de vision, d'avoir une vision plus trop occidentale. Trop occidentale et aussi ce qui est bien peut-être malheureux un peu conservatrice. Donc mais je pense qu'on est quand même d'accord sur la base. Bon, dans cette dénonciation de féminisme conservateur et occidental, vous me proposez une définition pour m'y rallier. Sébastien Bilodeau, un dernier mot avant la fin? Oui, je dirais ça tombe bien qu'on parle de ça parce que ça revient avec quoi j'ai ouvert ma présence dans le studio. En fait, on est face à 2 féministes, la lettre... 2 et même 40, je dis. Qui chacun s'accuse mutuellement d'être des féministes imposteurs, mais je pense que ça montre que la condition féminine est fragmentée, qu'elle est dans 1000 couleurs et nuances, et que je crois qu'il faut faire attention à dire qu'il y a un militantisme, une idéologie qui peut représenter toutes les femmes. Vous n'entendrez pas dire ça aujourd'hui. Alors, chers amis, Judith Lucier, Sébastien Bilodeau, c'était un immense plaisir de vous avoir ici aujourd'hui dans ce débat portant sur le féminisme et ses enjeux contemporains. La semaine prochaine, je recevrai en solo Charles-Philippe Courtois sur le thème « Actualité » de Lionel Groulx, un thème tout à fait formidable pour la vie des idées. Alors, au plaisir de vous voir à la semaine prochaine.